Cameroun. Les candidats à l'élection présidentielle dénoncent des irrégularités qui auraient émaillé le scrutin du 7 octobre. Ces candidats ont déposé des recours auprès du Conseil constitutionnel. Plus de 6 millions d'Ivoiriens sont appelés à voter ce samedi à des élections municipales et régionales. Ces scrutins sont un test pour chaque force politique avant la présidentielle de 2020. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue ce vendredi à la tête de la francophonie, un succès diplomatique éclatant au Rwanda qui concrétise ainsi ses efforts constants ces dernières années. Au total, 17 recours ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel du Cameroun par des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. Ces candidats, qui dénoncent des irrégularités qui auraient émaillé le scrutin, demandent son annulation totale ou partielle. Parmi les plaignants figure Joshua Oshi, candidat du Social Democratic Front, qui plaide pour une annulation totale du scrutin. Il justifie sa demande par une kyrielle d'irrégularités qui, de son point de vue, mettent à mal l'unité nationale et compromettent durablement la sincérité de cette élection. Quant à Maurice Kanto, candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il demande l'annulation partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, mais aussi de l'Adamawa, du nord, de l'extrême nord, de l'est et du sud. Raison évoquée s'agissant des régions anglophones, la crise sécuritaire qui dure depuis 2 ans ne permet pas de respecter les règles d'organisation d'une telle élection. Les 15 autres recours déposés auprès du Conseil constitutionnel concernent l'invalidation des résultats obtenus par le candidat Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans tout le pays et dans la diaspora. Ces recours ont été introduits par 2 recourants dont les candidatures à cette élection avaient été recalées par le Conseil constitutionnel. L'examen de ces recours doit être épuisé avant la proclamation des résultats de cette élection, attendue pour le 22 octobre au plus tard. Les Ivoiriens sont appelés ce samedi à voter dans le cadre des élections municipales et régionales. 22 000 candidats ont battu campagne pendant 2 semaines pour un scrutin qui doit aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Le principal enjeu sera de mesurer les forces en présence et notamment les membres de l'ex-coalition au pouvoir avant la présidentielle de 2020. Le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié et le RDR devenu RHDP du président Alassane Ouattara, 2 anciens alliés, vont s'affronter dans de multiples municipalités. Le RHDP sera face aux opposants, mais aussi face à 389 listes indépendantes, parmi lesquelles les hommes de Guillaume Soro. Officiellement membre du RDR avec qui il entretient des relations souvent conflictuelles, Guillaume Soro soutient plusieurs listes indépendantes. L'affrontement entre son poulain Tefor Koné et le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans le grand quartier populaire à Bobo Abidjan sera sans doute l'un des plus suivis. Dans le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'aile dure du FPI a une nouvelle fois appelé au boycott du scrutin après avoir laissé entrevoir une possible participation en raison de la libération de Simone Gbagbo. Mais l'autre camp rival du FPI dirigé par Pascal Affi-N'Guessan prendra part à ces scrutins après avoir boycotté celui de 2013. J'ai le plaisir de vous informer que la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays ayant le français en partage a procédé à l'élection du secrétaire général pour un mandat de 4 ans et décidé d'élire Madame Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la francophonie
La ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo a été nommée secrétaire générale de la francophonie par consensus lors d'une réunion à huis clos au dernier jour du sommet à Erevan de l'Organisation internationale de la francophonie. L'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie face à la sortante canadienne Michaëlle Jean constitue un succès diplomatique éclatant pour le Rwanda qui concrétise ainsi ses efforts constants ces dernières années en vue d'accroître son influence en Afrique et dans le monde. Sa candidature a été soutenue par la France et l'Union africaine, présidée cette année par le président rwandais Paul Kagame. Il s'agit donc d'une victoire de l'Afrique et de la France, malgré les critiques qui pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait de la défense des droits fondamentaux et du français. La nomination de Louise Mushikiwabo ne faisait plus aucun doute depuis que sa rivale, la sortante canadienne Michaëlle Jean, avait perdu ses deux plus importants soutiens que sont le Canada et le Québec, deux piliers de la francophonie, contraints de renoncer face à la multiplication des pays se ralliant au Rwanda. Le couronnement de Louise Mushikiwabo consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, qui avait toujours été dirigée par des Africains avant Michaëlle Jean. Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la catastrophe qui a touché ce jeudi Bukalassi, au pied du mont Elgon, non loin de la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, restent pour l'heure peu claires. La Croix-Rouge ougandaise a évoqué ce jeudi un immense glissement de terrain provoqué par de fortes pluies. Le président ougandais Yoweri Museveni a également déploré sur Twitter des glissements de terrain qui ont provoqué le chaos dans le district de Bududa, tuant un nombre de résidents qui restent à déterminer. Cependant, le gouvernement a dépêché des équipes de secours vers les zones affectées. Selon certaines sources, la catastrophe a également impliqué une rivière qui est sortie de son lit et dont l'eau boueuse a balayé un marché à Bukalassi. Il faut dire que Bukalassi se situe dans le district de Bududa, au pied du mont Elgon, une zone vulnérable au glissement de terrain, notamment en raison de la déforestation de la région au profit de zones cultivables. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dans cette région. En 2012, des glissements de terrain avaient détruit 3 villages. Un véhicule transportant des militaires a explosé sur une mine dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incident est survenu dans le centre du Mali, plus précisément entre la ville de Djoungani et Koro. Le bilan fait état de 3 militaires tués et 4 autres blessés. Selon des sources, les personnes blessées ont été rapidement transportées vers le sud et un renfort militaire est venu sur place. Un élu local du centre a affirmé qu'il s'agit d'un acte terroriste. Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, soulignait que les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti. Au cours des 3 derniers mois, 42 explosions produites à l'aide d'engins explosifs artisanaux ont été recensées, dont 38% dans les régions centrales du pays. Le Nord malien est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 qui se poursuit. Depuis 2015, les attaques se sont étendues au centre et au sud malien et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Niger et le Burkina Faso. Entre juillet et septembre, pour la seule région de Tongé, le nombre de personnes victimes de déplacements forcés est estimé à minima à 7 720 personnes, dont 174 femmes et 147 mineurs. C'est ce qui ressort du dernier décompte du groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants, GADEM. Lors d'une conférence de presse à Rabat, une des représentantes de l'ONG a affirmé que tous les témoignages parlent de violence et de traitements inhumains. Nous sommes dans un processus
d'explication que l'engagement du Maroc vis-à-vis de son appartenance africaine et aussi son engagement vis-à-vis de ses pactes est antinomique par rapport à la répression que subissent les migrants. Nous avons fait la description de toutes les violences qu'ils subissent. Selon le groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants, au moins 89 personnes de différentes nationalités, dont 6 mineurs, ont été renvoyées dans leur pays d'origine après avoir été détenus à Tanger. Il y a un certain nombre de pratiques par rapport aux expulsions et que voilà un certain nombre de traitements avant ces opérations d'expulsion qu'il faut arrêter. C'est ça la conclusion générale de ce rapport, c'est qu'il faut arrêter tout ça. On appelle toutes les forces vives de la société, institutions, autorités, organisations de la société civile à ouvrir un débat pour pouvoir trouver une solution à cette question. Notre message est de respecter les droits fondamentaux et de respecter les législations et le droit international humanitaire pour l'ensemble de ces personnes. L'ONG dénonce aussi la situation extrêmement préoccupante de migrants originaires d'Afrique subsaharienne retenus dans des commissariats à Tanger, affirmant qu'il y a actuellement 142 personnes dans cette situation depuis plus d'un mois pour certaines. Deux meetings en moins de 6 mois, Donald Trump martèle son message dans le Minnesota. Le 6 novembre, j'ai besoin de votre vote, de votre soutien pour bloquer les démocrates radicaux. Si le président vient si souvent, c'est que les électeurs de cet État du nord du pays, comme Bill Sorg, sont précieux pour les républicains aux élections législatives de mi-mandat. Ce septuagénaire élève 300 vaches laitières et fait pousser soja et maïs sur plus de 1600 hectares. À cause de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, le prix de ces denrées agricoles s'est effondré. Les choses ne se sont pas améliorées, elles se sont aggravées. Je veux voter pour ceux qui veulent que l'économie rurale prospère. L'agriculteur ne s'en cache pas. Lui votera Angie Craig, la candidate démocrate de la circonscription. Elle concentre sa campagne sur 2 axes, la santé et la stabilité économique. Les soins de santé représentent un problème majeur dans la circonscription. Il ne s'agit pas seulement du coût de l'assurance maladie, mais de l'augmentation du coût des primes de soins de santé et des franchises. C'est un problème particulier pour nos collectivités agricoles dans la 2e circonscription du Congrès. Le Minnesota, avec son mélange de villes moyennes et de campagnes, est comme un échantillon parfait de l'électorat américain. Démocrate depuis des décennies, ses habitants n'ont pas voté pour un président républicain depuis Richard Nixon en 1972. Mais en 2016, c'est le choc. Donald Trump n'est qu'à 2 points derrière Hillary Clinton. 2 ans après, il continue de séduire. J'ai vu un impact positif, donc même si je ne suis pas toujours satisfaite de la façon dont Trump dit les choses, je suis contente du résultat et de ce que nous faisons pour notre pays. Ici, le mois prochain, les démocrates espèrent prendre 2 circonscriptions aux mains des républicains, mais craignent en parallèle d'en perdre 2 autres. Et puisque beaucoup considèrent les élections au Congrès comme un indicateur pour 2020, le Minnesota sera l'un des États les plus scrutés le 6 novembre prochain.